Salut à toi, comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien. Merci à vous d'avoir répondu. Déjà dans un premier temps, je tenais à vous remercier pour avoir répondu massivement au premier post, au tout premier post que j'ai réalisé sur ma chaîne. C'était le tout premier, puisque depuis qu'on a les 1000 abonnés, du coup on a des fonctionnalités supplémentaires. Du coup j'ai effectué un petit sondage et j'ai vu que Creedence Clearwater Revival est venu en premier sur une liste de 3 groupes que je vous avais présenté. Donc rassurez-vous, pour les autres, ceux qui aiment Free et Bob Marley and the Wailers, c'est bien évidemment, il y aura une spéciale On s'entend dès que je pourrai évidemment les faire. Mais aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Californie. On va faire un petit tour avec ces 4 musiciens très connus, ces mecs qui viennent de Berkeley à la fin des années 60 qui arrivent. Alors évidemment, Creedence Clearwater Revival, ce sont des gars qui vont se connaître déjà. Alors il y a les 2 frères, hein, Tom et John Fogerty, et puis surtout, ils vont rencontrer donc dès le collège Doug Clifford et Stu Cook, Doug Clifford à la batterie, Stu Cook à la basse, pour former donc Creedence Clearwater Revival. Alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, ce sont simplement les disques originaux français que je possède depuis, alors moi ça c'est des disques que j'avais achetés à, je sais pas moi, c'était 15 francs, 20 francs à l'époque dans les brocantes, j'avais acheté ça, j'avais 20 ans, 25 ans à peu près, au tout début des années 90, donc voilà, on les trouvait très facilement, je pense que c'est encore des disques qu'on trouve assez facilement. Donc voici tout simplement le premier opus de ces 4 garçons dans le vent, si je puis dire, en tout cas qui vont évidemment vendre ce premier album qui contient 3 reprises de standards blues rock qu'ils adoraient, à savoir I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins, et puis le fameux Suzy Q que moi-même je reprenais quand j'étais dans mon groupe, mais de façon bien moins bonne que Creedence Clearwater Revival, soyons très clairs. Mais ce premier opus qui sort tout début 68 va être un album qui va les propulser déjà là-bas, parce que il va s'en vendre, je crois, plus d'1 million rien qu'aux États-Unis. Donc forcément le groupe va faire entendre parler de lui en Europe, et on va déjà les découvrir en France assez rapidement. Alors du coup, je te montre bien évidemment les macarons, parce que c'est assez sympa de voir toujours évidemment ce petit bième, tu vois, qui authentifie. Alors ça y est, un petit peu de vent, donc il y a ce bième qui authentifie donc le pressage d'origine d'époque, voilà, sur ce pressage français. Alors évidemment j'ai le truc qui s'est barré, je vais le remettre là, une petite seconde, j'ai la feuille qui est tombée, il y a du vent. Il y a toujours un petit peu de vent dans mon secteur, donc j'en profite quand même, on a très beau temps aujourd'hui, et je me suis dit c'est le moment ou jamais. Là nous sommes dimanche, il est 10h30 du matin, là à l'heure où je tourne cette vidéo, et du coup vous l'aurez vous ce soir, la vidéo sera disponible, c'est très long. Moi je suis à la campagne, donc pour charger une vidéo ça met environ 7-8 heures, donc elle ne sera sur YouTube que ce soir quand tu la regarderas dans début de soirée, j'espère en tout cas. Donc voici ce bel effort de ces 4 garçons, premier album. Creedence Clearwater Revival étaient des mecs, à l'inverse des rockstars plus, on va dire, plus exubérantes. Les frères Fogerty étaient des mecs assez timides, hein, qui faisaient pas trop parler d'eux, ils aimaient faire la fête, mais c'était pas le genre de gars qui, de toute façon, qui ravageaient les chambres d'hôtel et compagnie. Donc c'était des mecs plutôt assez discrets, qui faisaient, voilà, pas trop parler d'eux. Donc il n'y a pas véritablement beaucoup d'anecdotes à raconter en termes de vie sur scène, etc. C'était des mecs, voilà, qui aimaient jouer, mais qui étaient somme toute assez discrets en tout cas. Mais le contenu de leurs albums sont quand même assez extraordinaires. Alors après ce premier opus qui était un coup d'essai mais qui s'est révélé être un coup de maître, et bien voilà, on arrive avec le deuxième album qui sort donc tout début 69. Et donc là, c'est une carrière qui va être très prolifique, parce que leur carrière ne dure que 4 ans. Hein. Donc le fameux Bayou Country. Alors musicalement, c'est un peu comme le premier, c'est-à-dire que ça va les mecs de toute façon sont influencés par les grands bluesmen, par la musique de la le blues rural de la Nouvelle-Orléans. Ils auraient rêvé en fait habiter dans le sud, ces mecs-là, quoi. Ils étaient vraiment très influencés par les grands bluesmen qui étaient Muddy Waters, Howlin' Wolf par exemple. Ils écoutaient ça beaucoup, le rock des années 50. Eddie Cochran, Elvis Presley et compagnie, et puis surtout également le blues, la country music américaine. Ça, c'était un truc. Et du coup, c'est quand on shake un petit peu tout ça, on a Creedence Clearwater Revival. C'est-à-dire que c'est un rock qui va être
j'allais dire purement roots, quoi. Hein. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de, c'est pas des virtuoses techniques au sens où on l'entend, mais c'était quand même des musiciens qui avaient, ben oui, une alchimie entre eux et qui dégageaient un truc qui a déferlé sur l'Amérique, quoi. Donc ça a donné de très bons disques. Et là, du coup, ben, c'est leur deuxième opus. Toujours en pressage original français, hein, d'époque. Voilà, ça c'est mes vieux disques, hein, de quand j'étais très jeune, quoi. Voilà, toujours licence Fantasy America. Alors, le son, moi, ne m'a jamais posé de problème. C'est vrai que on aurait pu, pour un groupe aussi bon, attendre peut-être une qualité peut-être un petit peu supérieure, mais ils sont bons ces disques, vous voyez, toujours avec le BM, hein, toujours, là, on change juste de couleur, c'était distribué par le label Fantasy. Je trouve que le son est quand même très correct. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du matériel sur lequel vous le lisez. Votre cellule, votre tête de lecture, votre diamant, vos enceintes, ça va jouer beaucoup. Des fois, il y a des disques qui paraissent un petit peu pas tip-top très bons, et puis il faut bien les nettoyer, bien sûr, et puis surtout, il faut les écouter sur des cellules qui sont quand même un petit peu au-dessus de 15 ou 20 euros, hein, parce que sinon vous risquez pas d'avoir un bon son avec des cellules comme ça, hein, surtout si vous prenez des cellules sphériques. J'en vois certains qui nous présentent des fois leurs trucs avec des cellules sphériques. Je veux dire, oui, sphérique, c'est-à-dire adapté pour les DJ. Non, il faut au moins avoir un diamant elliptique, hein, faut arrêter tout pour les sphériques, il ne faut pas écouter la musique avec des trucs comme ça. Vous n'allez pas chercher l'information qui est dans le sillon, hein, avec des têtes d'aussi basse qualité. Mais enfin bon, à chacun va oublier à sa porte, comme on dit. Ça, deuxième album. Alors dessus, vous avez quoi? Vous avez Born on the Bayou, vous avez le Graveyard Train, vous avez le Penthouse Pauper, et puis surtout le Keep on Cooglin et le Proud Mary. Proud Mary, qui évidemment, contrairement à ce que les gens croient, c'est eux qui l'écrivent en premier, et c'est justement, comment s'appelle-t-il, Ike et Tina Turner qui vont le reprendre par la suite et qui vont vraiment, on va dire, le démocratiser et en faire une version qui va, hélas pour Creedence, marcher bien mieux que celle des frères Fogerty, quoi. Donc voilà, ils sont toujours là, nos quatre acolytes. Donc vous avez John qui est là, John Fogerty, son frère aîné, donc hein, il était plus grand, c'était Tom Fogerty, Doug Clifford à la batterie et Stu Cook, notre ami Stu Cook ici à la basse. Voilà ce qu'on peut dire sur ce deuxième album, toujours très rock, roots, quoi, comme ça, voilà, hein, c'est vraiment du truc qui sort des maracas, quoi, hein, c'est le Bayou, ça porte bien son nom, Bayou Country, tous ces styles américains sont regroupés dans cette musique, et la recette est efficace, et la mayonnaise prend, et on se laisse bercer. Ces disques sont absolument, ils ont marqué l'histoire du rock du XXe siècle, attention, hein, ils sont classés parmi les plus grands groupes, hein, rock américains, hein, qui ont influencé toute cette génération de la fin des années 60. À la vôtre, une petite grenadine. Ah, ça me fait du bien, j'avale de travers en plus, j'essaie de faire vite pour les vidéos. Et du coup, j'avale de travers. Super. Donc voici le troisième album de Creedence Clearwater Revival, Green River. Alors du coup, celui-là, oui, je vais émettre une petite critique, une petite réserve là pour le son. Autant les deux premiers sont très clairs, passe très bien sur les enceintes, autant celui-ci, là effectivement, la prise de son est moins bonne, surtout sur la batterie, encore une fois, ce qui va donner un petit son, on va dire, un peu plus étouffé, un peu plus en sourdine, comme on dit. C'est un petit peu dommage, parce qu'encore une fois, pour un groupe pareil, ça aurait mérité quand même des productions un peu plus, je dis pas plus produites en termes d'effets sonores, mais au moins d'avoir une qualité, un spectre stéréo mieux défini que sur celui-là. Celui-là est toujours donc le pressage français d'origine, voilà. Donc ici, je regarde, je fais un petit coucou au voisin, voilà. Et du coup, je vous sors le petit macaron pour que vous le voyez. Je pense que c'est toujours le même. Du coup, voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est juste pour vous montrer quand même pour les collectionneurs et tout ça, les gens vraiment passionnés par les premiers pressages, vous voyez, pour bien que vous voyez le BM sur le côté, toujours donc sur ce label Fantasy America, qui encore une fois n'était pas mauvais en soi, mais là je pense que en studio, au niveau de la production, ça a été un petit peu bâclé clairement, parce que même après un très bon nettoyage sur ma machine américaine, la Spin Clean, il n'y a rien à faire. Le son, évidemment, hein, à l'origine, est pas très bon déjà, donc
Voilà, c'est le seul pour moi qui a un son un petit peu en dessous des autres. Alors dessus, évidemment, vous avez Green River, Bad Moon Rising, Lodi, évidemment, que des titres que tout le monde connaît, quoi. Commotion, voilà, des grands titres. Encore un très bon disque, Green River. De toute façon, il y a une constance absolue chez ce groupe, que vous ayez le premier ou le troisième. Il y aura un petit bémol, mais j'y reviendrai par la suite. Donc ça, c'était le troisième album américain. Quatrième album, toujours sorti en 69, Willie and the Poor Boys. Là, je trouve qu'à partir de celui-ci, c'est le quatrième, là, on va vraiment commencer à décoller, quoi. Je trouve qu'ils évoluent, même si on reste encore une fois toujours dans ce rock très marécageux, moi, si je peux dire, très bayou, très country, très blues rock américain. On est, pour moi, avec Willie and the Poor Boys, sur un disque là qui commence véritablement à... Enfin, il contient deux ballades. Les deux ballades qui sont en bout de face, c'est-à-dire pour la face 1, Feelin' Blue, et pour la face 2, Effigy. Ça, c'est des titres, des ballades mid-tempo. Là, ils vont commencer à on va dire, à devenir vraiment des géants, quoi, parce que c'est lourd, et c'est en même temps, je sais pas comment vous dire, c'est une musique qui est hypnotique, Creedence Clearwater Revival. C'est d'une simplicité incroyable, mais c'est tellement bien joué, c'est tellement bien produit, tellement bien léché le truc que, voilà, les mecs étaient vraiment très bons, quoi. Et ils avaient ce côté comme ça très simple. Et c'est ça, je pense, qui a plu énormément aux Américains, c'est que on sentait que c'était des mecs qui étaient très simples, qui se la pétaient pas, qui étaient très nature, très roots, et les gens ont adoré ça, quoi. Donc ils ont été récompensés par rapport à ça, je pense. Là, on a encore un label Fantasy d'origine. Alors je vais mettre la petite pochette par-dessus parce que j'ai un petit peu de vent. Et là, on a encore un autre petit dessin, mais voilà, pour les spécialistes. Vous voyez, on a bien le BM. Voilà, ici, puis moi, les miens sont en excellent état, après lavage. Vous voyez, il y a des petites rayures superficielles qui sont absolument totalement inaudibles à l'écoute. Mais voilà, une fois que c'est bien nettoyé, un disque, vous voyez, pourtant c'est des disques qui ont 50 ans, c'est plus de 50 ans, 52 ans, parce que là on est sur des pressages de 69 français, donc forcément, voilà, si c'est bien nettoyé, que vous en prenez bien soin, oui, moi je suis quelqu'un d'assez soigneux, je vous le cache pas, donc vous me connaissez depuis le temps, donc voilà, quoi, je me recentre un petit peu, j'ai l'impression que je m'écarte de l'écran, donc... voilà, ça c'est les disques vraiment en or, c'est vraiment mes disques, je dirais presque pas d'enfance, mais voilà, de mes 20 ans, quoi, donc voilà, disque absolument magique, quatrième album studio, et puis la consécration, elle va arriver là. Elle va arriver là, les enfants. Là, c'est vraiment... alors pour moi, voilà, si je devais en emporter qu'un seul, malheureusement, je les prendrais bien tous, mais... Cosmos Factory 1970, voilà, là on arrive en début 70 et ils nous sortent ce chef-d'œuvre. Voilà, là il n'y a rien d'autre à dire. Je crois que c'est un des albums qui est classé parmi les 200 ou 300 premiers albums rock de tous les temps. Je veux dire, Cosmos Factory. Alors là, ouais, là on arrive à une espèce d'apogée. Le son là par contre redevient très bon, comme pour Willie and the Poor Boys d'ailleurs. Là le son est vraiment nickel, quoi. Vraiment, quand vos disques sont propres. Alors il est en gatefold comme ça, où à l'époque ils mettaient un petit peu déjà toutes les références des albums du Creedence, voilà, ici, voilà, une petite photo sympathique sur scène, voilà, et on va y revenir d'ailleurs après sur scène, et puis alors là, évidemment, vous avez le fameux I Heard It Through the Grapevine, que Marvin Gaye chanta en premier, je crois, ou d'autres artistes de la Motown, et puis surtout, ça ouvre avec Rumble Tumble, qui est un morceau, mais de toute façon, tout l'album, voilà, c'est le même Fantasy BM, je vous le ressors pas, c'est exactement la même chose, toujours en pressage BM, évidemment, premier pressage français. Là, on est évidemment sur des trucs explosifs. Alors, les premiers pressages, vous les reconnaissez à quoi? Alors, tout simplement aux lettres. Entre 68 et 79, petit rappel, vous aviez une seule lettre unique. Donc, le T, le U, le B. Moi, je dis toujours Tubia, T-U-B-Y-A. Voilà, et donc, le U correspond à les disques qui ont été pressés entre 70 et 72, donc vous savez que vous avez un original entre les mains. Voilà, ça ce sont de belles pièces, de beaux objets. Je ne sais pas du tout combien ils peuvent coûter ces disques-là aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils coûtent énormément, pardon, parce que ils ont été tirés à d'innombrables exemplaires. Ils en ont vendu des camions de ces disques, même en France ça a très bien marché. Donc je pense que c'est pas des disques qui doivent coûter très cher, peut-être dans les 15-20 euros aujourd'hui. Alors c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui fait la réelle cote? Je dis bien la réelle cote d'un disque, c'est son état général. L'état du sillon, du micro-sillon du disque bien sûr, et la pochette. Et quand ils sont en Earmint, on peut dire comme ça, enfin en EX en tout cas, voilà, moi je vous dis, je les nettoie, j'en prends bien soin, donc je pense que ça doit coûter du 15-20 euros, ça facile, donc voilà quoi. Mais
Alors évidemment, la pochette est absolument hideuse sur cet album. Je sais pas ce qu'il leur a pris de prendre cette espèce de photo comme ça avec dans une salle de répète. C'est vraiment très moche, quoi, les tenues et tout. Il n'y a pas plus kitsch. Mais attention à ne pas s'y tromper. Autant la pochette est moche que le contenu musical de ce disque. Oh, mes amis, là, si vous ne connaissez pas cet album, si vous devez commencer par un seul, commencez par celui-là. Il est considéré comme le meilleur, mais moi je vous dirais qu'il est quasiment du même calibre que les autres, quoi. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça c'était leur 5e. Oui, je crois, 4e, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5e album. Et le seul que j'ai en réédition, que je ne trouvais pas en original, c'est celui-ci. Il arrive toujours la même année, en 70. Vous voyez, bon, là, on voit évidemment que c'est une réédition. Hein. On a un code barre ici, d'aujourd'hui. J'ai acheté ça il y a, je sais plus, celui-là, je l'avais acheté, il est piraté 2008, mais c'était peut-être la represse en CD, qui était de 2008, je sais pas, la réédition remasterisée en CD. En tout cas, pour la sortie vinyle, moi, je l'ai acheté à 10 balles à l'époque, hein, je ne vais pas vous mentir, en Fnac, 10 €. Et du coup, il sonne bien. Moi, je me plains pas de ces rééditions de Creedence, en tout cas. Elles sont, enfin, pour cet album-là, il est très bon. Je peux pas comparer avec l'original, je ne l'ai pas. Mais celui-ci, pareil, hein, c'est du bon. Alors, tout le monde va dire que derrière, évidemment, le chef-d'œuvre qui était Cosmos Factory, avec ce fameux I Heard It Through the Grapevine, celui-ci va faire un petit peu pâle figure à côté, mais moi, je vous dirais que j'aime beaucoup ce disque, et puis de toute façon c'est le dernier bon qu'ils vont faire, parce que on va arriver à ce qui nous fâche après. Mais là voilà, 70, ils sont encore tous les 4, et puis c'est là que le vent va commencer un petit peu à tourner au vinaigre, hein. Le vent va tourner au vinaigre, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on est le matin, il est de bonne heure, il est 10h30 là. Donc du coup, c'est là que ça va commencer un petit peu à se gâter. Mais sur cet album-là, on sent encore qu'il y a une cohésion, et même si on commence à sentir un tout petit relâchement par rapport à Cosmos Factory, le disque reste de très très bonne facture, hein. Ce Pendulum, moi je l'aime beaucoup, en tout cas il est pour moi, encore une fois, un très bon disque rock'n'roll, quoi, hein, de nos amis Creedence Clearwater Revival. Voilà, donc 4 Californiens adorés. Très bon disque 70. Voilà, je me dépêche. Il faut essayer de faire des vidéos courtes, tout en étant complet bien sûr, mais il faut essayer de pas dépasser des 20 minutes, parce qu'après c'est très très compliqué, et surtout très long pour moi de poster la vidéo, j'en ai pour 8 heures. Donc, voilà, mais il faut rester complet. Et voilà celui qui fâche. Le dernier, pareil, que j'ai pris en réédition. Celui-là, je voulais pas le prendre en original. Je me suis dit, cet album Mardi Gras qui sort en 72 là. Oui, 71, ouais, 72. Bon, alors là, c'est la période où on est sur la fin, clairement. Le frère, déjà, Tom, le grand frère, est parti, hein. Il ne reste plus que John, Doug et Stu. Et du coup, Doug et Stu se plaignent justement que John Fogerty tire un peu trop la couverture à lui, et du coup, ils aimeraient bien pouvoir s'exprimer un petit peu, les deux autres, et malheureusement pour nous, ça va nous donner cet album, Mardi Gras. Alors, à titre personnel, bien sûr, je ne dis pas que l'album est mauvais, je ne me permettrai pas de dire ça, mais à titre personnel, je l'aime pas ce disque, et je suis pas le seul, parce qu'il a fait un flop complet. De toute façon, les gens n'ont pas aimé, les fans américains n'ont pas aimé du tout. Là, on sort vraiment de leur univers, c'est très inégal comme disque. Il y a 2 chansons de John, 2 ou 3 chansons de Doug, encore 2 ou 3 de Stu, et voilà, et ça va nous donner ce disque qui est pas top, quoi. Franchement, qui est vraiment pas top. Alors j'ai oublié de vous montrer là. Voilà, ça reprend un peu le macaron un petit peu d'origine, qui copie un petit peu le macaron d'origine fantasy américain. Bon, c'est pas formidable. Franchement, il est nettement dispensable celui-là. Vous verrez que si vous aimez en général les albums précédents, ce Mardi Gras est le dernier disque studio de leur carrière, et c'est pas franchement une réussite, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Tu me diras, hein, dans les commentaires d'ailleurs, si tu as tous ces disques en pressage comme moi, ce que tu penses de Mardi Gras également. C'est le disque qui a fait énormément polémique, mais bon, moi j'avoue, je l'ai acheté quand même, parce que voilà, 10 € à la Fnac, il y a 5-6 ans que j'ai acheté ça. C'était au tout début, quand les vinyles ressortaient, et moi vraiment, j'ai pas accroché du tout, quoi. Et j'accroche toujours pas. J'ai eu beau l'écouter depuis, ça fait peut-être 20 fois, 30 fois que j'écoute cet album, pour essayer d'habituer un petit peu mon oreille, mais quand ça veut pas, faut pas se forcer, quoi. Je veux dire, quand vous n'aimez pas quelque chose, vous n'aimez pas quelque chose. Voilà, faut pas non plus insister, faut être curieux, faut se donner la chance, réécouter après quelques années, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, je le apprécierai, mais pour l'instant, franchement, voilà, pas une franche réussite, et ça va sonner le glas, boum, la fin de ce disque, de leur carrière. Même si, en 73, je parle beaucoup, hein, faut que je boive un petit peu à la vôtre, même si en 73, ils vont nous sortir un double album live.
Alors le voici, qui est enregistré évidemment sur leur tournée européenne de 1971. Il va être enregistré entre les 4 et 28 septembre 1971 en Europe. Et puis ben là, alors voilà, je vous laisse voir un petit peu les descriptifs ici. Voilà, c'est l'original hein, de 1973. Hein, vous voyez, la lettre B ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce live? Voilà nos 3 acolytes, hein, encore une fois je le répète, hein, Tom était parti, donc il restait Doug, Stu et John, voilà, qui avaient l'air encore heureux là en 71, à l'époque où cette photo est prise. Bon, c'est leur tournée américaine, c'est leur chant du cygne, on va dire, hein, voilà, je vous fais un petit peu voir le verso, c'est une pochette papier glacé, voilà, le fameux live très connu, hein, très célèbre, de Creedence. Toujours sur le label Fantasy d'origine, hein, mais là on est sur du SACEM évidemment, hein, puisque là on est en 73, donc je vous rappelle que le logo BIEM était appliqué sur les macarons, c'était les droits, hein, qui recensaient les droits pour les auteurs, pour les rémunérer, qui est valable jusqu'à fin 71. Après c'est la SACEM qui arrive hein, sur les macarons. Donc 73, ils nous sortent ce Live in Europe. Et les morceaux, évidemment, vous les connaissez tous, hein, c'est le Born on the Bayou, Green River, tout est là, Door to Door, Fortunate Son, Commotion, Proud Mary, évidemment, Keep on Googling, une version de 13 minutes, géniale, hypnotique, absolument renversante, quoi, du bon rock comme on l'aime. Ben, seul bémol de cet album, encore une fois, ben, le son, quoi. Il est dégueulasse, le son. Voilà, sur l'original, il est dégueulasse. Alors, je sais pas ce que ça donne en réédition aujourd'hui, mais croyez-moi, sur celui-là, c'est encore une fois hyper étouffé, le mixage de l'époque. C'est le problème de live en plein air la plupart du temps, puisque c'était la grande époque où les mecs jouaient live en plein air, et donc les prises sonores étaient épouvantables, quoi. Dès que vous aviez un coup de vent, ben forcément, hein, on entendait le micro captait plus le son de l'ampli, ou de la caisse claire, ou de la cymbale, donc c'est dégueulasse, quoi. On entend quasi, enfin la batterie est en sourdine encore une fois, très très derrière, donc c'est très très mauvais niveau sonore, même si le concert lui en lui-même, cette tournée était bonne, hein, les morceaux sont bien joués sur scène, mais la captation sonore est dégueulasse, quoi, donc ça gâche tout le truc, quoi. Mais bon voilà, je l'écoute quand même de temps en temps, je l'ai réécouté pour m'en réimprégner un petit peu hier soir, mais c'est vrai que ben, la qualité sonore est tellement médiocre sur cet album que je l'écoute pas souvent, quoi, parce que ça gâche vraiment le truc, quoi. Donc voilà. Et heureusement pour nous, ben, l'année dernière, pour les 50 ans de Woodstock, ben, je vous l'ai présenté, celui-là il n'y a pas très longtemps, ben, ils nous ont sorti celui-ci, hein, l'enregistrement Woodstock, et là, croyez-moi, le son est bien meilleur que sur celui que je viens vous présenter, et pourtant ça c'est une réédition, vous voyez, donc tout n'est pas une science exacte, loin de là, mais voilà, là, celui-là je vous l'ai présenté pour les 50 ans de Woodstock. Alors, l'anecdote que j'avais peut-être oublié de vous préciser à l'époque, c'était que quand ils enregistrent là, ils sont furieux, les frères Fogerty, et même le groupe d'ailleurs, parce qu'ils passent très très tard. Tous les groupes avaient du retard à l'époque, évidemment. Tout le monde était archi défoncé et déchiré. Ils vont passer à 3 h du matin. Tout le monde dort dans le public. Et du coup, ben John il dira, voilà, j'ai vu qu'il y avait un mec qui était réveillé au bout de le truc et qui lui disait complètement déchiré, ouais, vas-y les mecs, jouez, c'est génial, moi vous inquiétez pas, je vous écoute. Tout le monde dormait, quoi. Il passe, il est 3 h du mat, ils sont rincés, les jeunes, ils en peuvent plus, ils s'écroulent, ils dorment. La défonce, la fête, la musique, ils avaient 20 ans en moyenne, hein, les mecs. Bon, donc, ils vont s'écrouler, puis il y aura quelques mecs au fin fond de la scène là-bas qui étaient debout, qui dansaient. Et, ben, du coup, John dira que ils ont fait le concert rien que pour eux, quoi. Pour les quelques mecs qui étaient là-bas au fond au fond du champ à Woodstock, pour leur jouer cet album, le Live à Woodstock, voilà, qui sort en 2019, hein, pour les 50 ans de l'anniversaire du festival Woodstock, évidemment, aux États-Unis. Et donc voilà, on finit en beauté avec au moins voilà une bonne note, parce que là il y a un son extraordinaire. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire pour Creedence Clearwater Revival, un des meilleurs groupes rock américains de tous les temps, hein. On a rarement fait mieux depuis. Ces mecs étaient simples, mais ça plaisait, c'était bon, quoi. C'est du rock comme on l'aime, quoi. Encore une fois, avec cette mayonnaise, hein, de tous ces styles musicaux américains qui seront repris et mélangés et mixés, quoi, hein. Le blues de la Louisiane, toute cette musique de la Nouvelle-Orléans. Ils adoraient ça, quoi, le blues, le rock, la country, et c'est bon, quoi, c'est solide, c'est excellent. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. Soyez vigilants toujours, les pouces vers le haut, même si les spéciales, bon, bah, évidemment, je ne parle que d'un seul groupe, donc ça passe un peu moins, mais c'est pas grave, on s'en fout, même si on fait un peu moins de vues. Mais quand même, soyez vigilants, toujours pareil. Le pouce bleu, ça c'est très important pour nous les youtubeurs. Je vous dis à très bientôt. J'ai rentré quelques acquisitions, du bootleg, du disque neuf, des occasions. J'ai plein de petites vidéos en préparation à vous faire. J'ai beaucoup de choses à te montrer. Donc j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec toi.
toi comme d'habitude parce que j'adore te lire à chaque fois dans les commentaires. Donc lâche-toi dans les commentaires comme d'hab, on parle un peu des disques que tu as chez toi de Creedence. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure et de nouvelles vidéos. La bise à tous et à toutes. Ciao ciao, à bientôt, bye.